Le ministre marocain des Affaires étrangères était de passage mercredi dernier à Bruxelles, porteur auprès des institutions européennes de la vision de Rabat sur la situation au Sahara occidental. Entre deux réunions, notre correspondant a pu le rencontrer et le questionner sur les derniers développements à Al Ayoun et dans la région. Les forces de maintien de l'ordre sont intervenues la journée de jour avec uniquement un gilet de protection et une matraque. Et malheureusement, ils ont subi des attaques au cocktail Molotov, aux bombes venir de gaz, aux machettes, aux couteaux. Il y a eu égorgement d'un policier. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, y compris le Parlement européen, les gens se rendent compte qu'ils ont été manipulés, influencés, sans avoir souvent à intégrer les données que je suis venu partager. Et notamment qu'au Sahara, il y a eu accès de journalistes et de députés. Ça, c'est pas vrai, parce qu'il y a plusieurs journalistes français, espagnols, d'un peu partout en Europe, qui n'ont pas accès il y a eu des journalistes français, espagnols, américains, allemands, qui ont eu accès. D'abord lorsque le campement se développait, et les gens qui disaient que le camp était sous sécurité, un blocus de milliers de personnes, qu'il y avait famine. Il est démontré aujourd'hui qu'il y avait entre 400 et 600 voitures qui rentraient. Non, et les journalistes de la presse internationale elle a tout de suite dénoncé le fait qu'ils n'avaient pas accès au Sahara et à l'Ayoun et à tous les endroits où il y avait plus de tensions. Parlons de choses. L'opération de démantèlement du camp a eu lieu de manière pacifique et c'est reconnu par tout le monde. 0 mort dans le camp civil. Il y avait des journalistes à l'intérieur depuis plusieurs semaines. Et il y avait d'autres journalistes qui ont essayé de rentrer et la milice leur a interdit de rentrer en leur disant si vous ne passez pas par la voie espagnole, vous ne pouvez pas accéder au camp. Et donc nous constatons qu'il y a eu manipulation, aujourd'hui reconnue, qu'il y a eu amplification, exagération, l'objectif étant celui de tout simplement faire diversion par rapport au fondamental. Et le fondamental, c'est la négociation. Moi, je vous dis que lorsqu'on a demandé au Polisario de donner un nom de mort dans l'opération, il a été incapable. Et lorsqu'il parlait d'Auschwitz, lorsqu'il parlait, le Polisario, et relayé par certains médias en Europe, qu'il parlait d'une activité de type Pinochet, nous avons demandé des listes. On nous a donné 2 noms de morts. Eh bien, les 2 personnes sont bel et bien vivantes, tout comme leur témoignage. Pourquoi vous n'en parlez pas? Pourquoi ne pas utiliser l'instrument de l'autodétermination? C'est un principe de toute façon... Vous êtes en pleine erreur diplomatico. Non. Alors, je rappelle à vos téléspectateurs, je voudrais, c'est très important pour moi. Oui, voilà, c'est une question importante. L'autodétermination, l'autodétermination, oui. L'autodétermination. Qui signifie faire un référendum. Non. Autodétermination. Eh bien non, monsieur. C'est ce que je vous dis. Dans la Charte des Nations Unies, le mot référendum n'apparaît pas. Dans la Charte des Nations Unies. Dans les résolutions du Conseil de sécurité sur le Sahara, ça n'apparaît plus. Dans l'Assemblée générale des Nations Unies, qui regroupe tous les États, pas seulement les permanents et les non permanents, ça n'apparaît pas. Et je vous dis que dans la pratique des Nations Unies, le mécanisme du référendum est minoritaire. C'est la négociation qui est fondamentale pour l'autodétermination. Et donc, quand vous colportez des idées que l'autodétermination égale le référendum, vous influencez négativement et surtout, vous êtes le porte-parole des autres partis qui bloquent la négociation. Je pose des questions. Je ne suis pas le porte-parole. Si vous avez dit le référendum, c'est l'autodétermination. Je pose des questions. De toute façon, est-ce que vous sentez un appui de la part de l'Union européenne maintenant ou pas? D'une manière générale, sur nos relations bilatérales, le Maroc... parce que là aussi, c'est aussi important. Le Maroc est le partenaire le plus sérieux, le plus engagé avec l'Union européenne dans tous les domaines. Politique, économique, socio-culturel, sécurité. La question du Sahara est débattue entre nous et l'Union européenne de manière régulière. L'Union européenne a une position qui est celle qui reprend les Nations Unies, à savoir une négociation substantielle sur la base des efforts du Maroc, faits par le Maroc en 2006, et qui vont dans le sens du compromis et du réalisme. Le compromis et le réalisme, c'est s'éloigner de ces options extrêmes auxquelles on pensait auparavant. Voilà la position de l'Union européenne.
Elle est légale, elle est ajustée sur l'Union européenne, y compris celle de beaucoup d'États membres. Même si par hasard un pays de l'Union européenne allait prendre une position plutôt pro-Polisario, disons, ou d'être plus à l'écoute du Polisario, vous dites que les accords de pêche et les autres accords économiques ne seraient pas touchés. Les gouvernements, je pense qu'ils sont bien placés, et notamment ceux des États membres de l'Union européenne, sont les mieux placés pour comprendre la réalité de l'affaire du Sahara, ses origines, ses blocages, et aussi le coût de sa non-résolution. Les États membres sont les premiers, avec la Commission, à se rendre compte de l'effort incroyable qui est fait par le Maroc pour aller toujours de l'avant avec l'Union européenne. Et l'ensemble des États membres sont quand même assez bien outillés pour avoir une position, je dirais, lucide sur la question du Sahara, et pas seulement en termes d'adversité, quelle que soit l'influence que peut avoir tel ou tel pays sur la décision au niveau de l'Union européenne.